Salut tout le monde, salam alaikum, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette dernière chronique de l'année 2024 avec Monsieur Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Eh bien, je peux vous souhaiter déjà un bon passage d'une année à l'autre. Espérons qu'elle sera un peu meilleure, voilà, ou moins pire. Très bien, merci Monsieur Cohen. Bah écoutez, on a passé une année exceptionnelle hein, qui est allée très vite hein, et on va peut-être, alors on va pas faire euh, le parcours de cette année. Par contre, on va aller sur un sujet que vous vouliez évoquer pour clôturer Oui, cette année. Et bien sûr, avant tout, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, nous sommes à la fin de l'année. La cagnotte en ligne de Nabila Kilani, la sœur palestinienne. Donc, je rappellerai à chaque instant dans l'émission, si vous voulez participer, vous avez le lien en description de la vidéo là, d'aujourd'hui. Et sur les autres plateformes, sur TikTok par exemple, vous avez le lien sur mon profil. Donc, c'est pour notre sœur palestinienne qui œuvre dans l'humanitaire en Palestine, donc dans la bande de Gaza. Elle était dans le nord au début des événements du 7 et malheureusement, elle a dû quitter cette région. Voilà, donc Monsieur Cohen, on va y aller. On va y aller. Donc, on va parler de ce sujet on que va nous faire, a... Voilà, donc on va faire une critique Kadhafi... cinématographique. Alors, j'ai pas entendu, excusez-moi. On va faire une critique cinématographique. On va commencer par celle-ci, effectivement. Donc, je vais vous mettre un audio et puis je vous partagerai une image à l'écran. C'est concernant donc euh, cette critique cinématographique. Hop. Je m'appelle Ernest Cole. Je suis né le 21 mars 1940 à Pretoria, en Afrique du Sud. Dans les années 60, chaque jour, chaque heure, et malgré le danger, j'ai photographié l'apartheid sans m'arrêter. Le monde entier s'est ému cette semaine. Les sanglants incidents de l'Afrique du Sud a été le théâtre. Dans les regards, les gestes, j'ai essayé de trouver du sens là où il n'y en avait plus. Chroniquer la misère, l'injustice, la cruauté était devenu mon quotidien. Mais exposer la vérité à un prix, cela s'appelle l'exil. Je pensais découvrir un nouveau monde de liberté, d'égalité. De New York au sud des États-Unis, je photographiais ces corps, ces regards furtivement croisés. Pourtant, une réalité s'est vite imposée. En Afrique du Sud, j'avais peur d'être arrêté. Dans le sud de l'Amérique, j'avais peur d'être tué. Mais je n'ai jamais arrêté de photographier. Un seul instant. Voilà les amis, donc je suis désolé, comme pour des raisons, comme je l'ai dit hein, à Monsieur Cohen tout à l'heure, donc pour des raisons de droit d'auteur, je vous diffuse pas les images et Monsieur Cohen va nous commenter donc qui est donc Ernest Cole et c'est pour débuter l'émission, bien sûr. Allez-y, Monsieur Cohen. Ok, donc Ernest Cole est un noir d'Afrique du Sud qui est né en 1940 et qui s'est passionné pour la photographie. Et donc, c'est un film, c'est un documentaire qui passe actuellement en France dans les cinémas. Et ses photos sont exceptionnelles. Il a un regard sur l'Afrique du Sud, la communauté noire, l'exploitation, le racisme. Et puis il est parti aux États-Unis, il a quitté l'Afrique du Sud au début des années 60 et il a continué à photographier et il a fait des photos exceptionnelles aussi en Amérique.
à New York principalement. Mais en fait, pourquoi j'ai voulu en parler ce soir? Pas tellement, enfin bon, le film est magnifique, enfin si vous avez l'occasion de le voir, le sujet est passionnant et on découvre ce que c'est la bonne photographie, la belle photographie et l'actualité, le regard sur une réalité, voilà. Non, j'ai voulu en parler parce que pendant le film qui dure presque 2 heures, c'est une question qui m'obsédait en fait. Vous savez que l'apartheid en Afrique du Sud a été institué en 1948 et il a été aboli en 1990. Ça veut dire qu'il y a eu 42 ans d'apartheid. Il faut imaginer ce que c'est l'apartheid sud-africain. Je pense que les jeunes, ceux qui ont moins de 40 ans, n'ont pas entendu parler. Enfin, c'est vague chez eux. C'est une notion comme ça, il y avait de l'apartheid. Mais si je vous dis que c'est un régime, quand j'ai revu les scènes, parce qu'il y a eu quelques rappels historiques de l'apartheid, ça rappelle l'oppression sioniste. Les Sud-Africains blancs étaient d'une brutalité, d'une violence inouïe. Ils enlevaient des militants, ils les torturaient, ils les faisaient disparaître. Les chefs tribaux, ils les exilaient dans des endroits où il n'y avait rien. Un désert, c'était une humiliation totale. Lorsqu'il y avait des manifestations, ils tuaient 10, 100, 150. Et quand on voyait ces masses noires dans un paradis blanc, de blanc réservé aux blancs, on a un sentiment comment dire, de répulsion et de se dire que ce régime a duré 42 ans. Mais il a duré 42 ans dans l'hypocrisie internationale. Et c'est ça qui m'a intéressé. Vous savez, les gens disent, comment ça se fait, regardez, Gaza, ça fait 1 an, mais c'est insupportable. Comment ça se fait que ça dure? Mais c'est parce que ça n'explique pas, ça ne justifie pas. Mais malheureusement, l'histoire de l'univers, l'histoire humaine est ainsi faite. C'est-à-dire, on a des drames qui se déroulent sous nos yeux. Et le drame de l'apartheid, c'est que régulièrement, parce que c'était au vu et au su, il y avait la télévision, et c'était insupportable. Les pays africains étaient devenus indépendants pour la plupart au début des années 60. Donc, ils avaient un poids à l'ONU. Et l'Occident était dans ses petits souliers. Comment il peut supporter un tel régime? Et donc, l'ONU adoptait des résolutions contre l'apartheid. Conseil de sécurité, Assemblée générale, etc. Et puis, on a, dans le film, dans le documentaire sur Ernest Cole, on voyait quelques leaders occidentaux, dont Jacques Chirac et Mitterrand. Et c'est là où on voit, j'aurais voulu, enfin, si vous voyez le film, pourquoi je voulais en parler, c'est pour démontrer le cynisme de l'Occident, le machiavélisme de l'Occident, qui perpétue soi-disant des valeurs, mais en fait, pendant 42 ans, parce que l'Afrique du Sud était un pays stratégique au niveau du passage des bateaux, au niveau des minerais, de l'or, etc., qui est exploité, de sa position stratégique, il ne pouvait pas se permettre de le laisser aux Noirs. Et donc, on a supporté. Et vous savez comment les leaders occidentaux se défendaient? C'est presque. J'ai vu Jacques Chirac et Mitterrand dire, mais vous savez, on ne peut pas boycotter l'Afrique du Sud parce que ce serait contraire à l'intérêt des populations que nous voulons protéger.
C'est-à-dire qu'ils veulent protéger les Noirs, alors que les Noirs étaient massacrés, humiliés, insultés. Enfin, c'est juste les quelques images qu'on voit, les quelques films qu'on voit, c'est révoltant. Moi, j'ai vécu ça, c'est-à-dire, je me souviens quand ils ont cité, par exemple, un leader noir qui s'appelle Steve Biko. Steve Biko était une figure enfin, mondialement connue. Comment ils l'ont assassiné, torturé et assassiné. Mais en fait, c'est quoi le message que je voulais transmettre à travers ce film? Il ne faut rien attendre de l'Occident. Voilà, rien. C'est-à-dire, l'Occident peut vous dire, nous sommes pour une solution à 2 États, c'est pas bien ce que fait Israël, oh là là, c'est terrible, mais ils n'en ont rien à fiche. Vous savez, pendant 42 ans, imaginez, d'accord? Le Gaza, c'est juste 1 an, 15 mois. Pendant 42 ans, l'Occident s'y tue. L'Occident a donné, il a voté en faveur, enfin, il a voté contre l'apartheid aux Nations Unies. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il a voté au Conseil de sécurité à l'Assemblée générale, mais dans la réalité, ils étaient complices. Et l'Occident, la civilisation occidentale, qui a démarré à peu près au XVIe siècle, c'est-à-dire la découverte de l'Amérique, l'expansion mondiale, le trafic des esclaves, les conquêtes, les dépopulations, les massacres de population, les conversions forcées, c'était une civilisation de guerre, de terreur, de domination, d'oppression. C'est une civilisation qui n'a jamais cessé d'être ce qu'elle est dans la réalité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les Russes le disent d'ailleurs, enfin certains Russes, on commence à le dire, on commence à parler d'un Occident qui ne peut pas, c'est dans sa nature même, d'exploiter les peuples et de voir dans les relations internationales une jungle dans laquelle le plus fort domine sans scrupule. C'est ça l'Occident. Et l'Occident, toutes ces guerres qu'il a fomentées, pour rien, juste pour conquérir plus, s'enrichir plus. L'Occident n'a jamais, il a signé des traités de paix qu'il a toujours violés, toujours. Et d'ailleurs, regardez par exemple au XXe siècle, regardez l'Ukraine, ils ont signé des accords. L'Amérique a donné sa parole aux Soviétiques que l'OTAN ne traversera pas, n'ira pas au-delà de l'Allemagne. Et puis, ils sont allés jusqu'en Ukraine. Et ils ont des plans pour détruire la Russie. Et en fait, l'Occident, regarde, même Trump, bon, on a dit que c'est un homme de paix. Bon, moi, j'y crois pas trop. Je l'ai dit ici, je crois, il y a 3 ou 4 semaines, quand il a été élu, c'est un Yankee, c'est-à-dire c'est un Américain qui rêve de puissance américaine. Et cet Occident, jusqu'à aujourd'hui, ne s'est jamais imposé le respect du droit international, de la justice et des traités. Un exemple des traités, Trump a dénoncé, il a le droit, d'accord, certes, un traité on le signe et on le dénonce. Mais il a dénoncé pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire, il y avait un traité sur la limitation des missiles intermédiaires entre la Russie et l'Amérique. Il a dénoncé en 2018 ou 2019. Bon. Donc,
il a ouvert la course aux armements. Il a dénoncé l'accord avec l'Iran sur la limitation de son programme nucléaire. Il l'a dénoncé en 2018, ouvrant la porte à un possible conflit avec l'Iran. Et l'occupation de la Syrie. Et les sanctions qui ont fait 500 000 morts en Irak pour rien, juste pour punir un pays qu'il n'aime pas. 500 000 enfants irakiens, c'est ça l'Occident. Et donc, je voulais juste profiter, citer en exemple l'apartheid sud-africain qui a duré 42 ans. Imaginez 42 ans de violence, de crimes, de déportation. Peut-être il suffirait d'aller sur YouTube et de taper apartheid, violence, etc. Et vous verrez probablement des reportages. C'est d'une violence inouïe. En plus, l'Afrique du Sud avait dans son code pénal la possibilité de donner des coups de fouet. C'est un héritage des Britanniques. Vous savez que les Britanniques utilisaient le fouet contre leur colonisés. Ils l'utilisaient d'ailleurs en Palestine, contre les Juifs et contre les Arabes, jusqu'en 1947. Et donc, cet Occident-là, il est irrécupérable, à mon avis. Voilà. C'est-à-dire, il a dans son ADN, si vous voulez, ça fait 5 siècles, qu'il est dans une logique et une pratique. Il suffit de voir ce qu'il a fait. Renseignez-vous sur ce qu'ils ont fait en Chine au début du XXe siècle, les concessions occidentales, l'obligation de consommer de l'opium. Enfin, c'est juste inimaginable. Les millions qui ont été assassinés au Congo par le roi belge. C'est juste inimaginable l'histoire de l'Occident. Et donc, je voulais juste vous dire aux Arabes en général et aux Palestiniens en particulier, certes, on est obligé de vivre avec l'Occident. Enfin, il est là. Bon, peut-être en s'alliant avec la Russie, la Chine, etc., on arrivera à se libérer un peu de ce carcan, mais ne leur faites jamais confiance. Voilà. C'est-à-dire, quelque part, au fond de votre inconscient ou du conscient, gardez cette idée que l'Occident vous trahira toujours. Il ne veut que votre mal, il ne veut que votre domination. Donc, quand il vous dit la solution à 2 États ou le droit, la démocratie en Syrie, etc., juste ne les croyez pas. Voilà. Voilà le message que je voulais vous transmettre. Et si vous avez l'occasion de voir le film, je vous conseille. Sinon, vous pouvez toujours voir des extraits sur l'Afrique du Sud. C'est très bien de connaître un peu l'histoire pour comprendre mieux le présent. Voilà. Alors, c'est un film qui est à l'affiche à l'heure actuelle, hein, vous confirmez, M. Cohen? Oui, tout à fait. Il est sorti cette semaine. Vous pouvez aller, par exemple, sur Allociné et puis voir dans quelle ville. Vous tapez sur les. Vous savez, il y a séances, Allociné, le film, et il vous donne les séances dans toute la France. Donc, voilà. Voilà, donc c'est Ernest Cole. Les photos d'Ernest Cole ont fait le tour de. Ouais, donc voilà. Les amis, donc une première question, M. Cohen, parce que là, vous avez fait une petite entame d'émission, et le lien avec cette histoire par rapport aux derniers propos que vous venez de tenir, c'est bien sûr la mise en garde de Kadhafi à une certaine époque aux pays Exactement. arabes. Oui, oui. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de ce Kadhafi qui avait à l'époque mis en garde tous ces dirigeants arabes? Il y avait des leaders, voilà, et ils ont payé de leur vie, et
Kadhafi en 2008 à Damas. Il leur a dit regardez ce qui est arrivé en Irak à Saddam Hussein et il va vous arriver la même chose. Prenez garde, etc. Malheureusement, le monde arabe est dirigé par des, comment dire, par des nomenclaturats qui ont été placés là grâce à l'onction occidentale, qui les ont tolérés ou qui les ont supportés ou qui gouvernent grâce à leur appui, et quand ils ne le font pas, et même, regardez Saddam Hussein, il a tout fait pour l'Occident. Il a même fait une guerre contre l'Iran parce que l'Occident lui a dit il faut nous débarrasser de ce régime. Et voilà le prix qu'il a payé. Voilà, son pays a été détruit. Il a été pendu de manière horrible, enfin, je veux dire, indigne d'un chef d'État. Il a été traité comme un criminel. Je ne sais pas. Et malheureusement, la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, j'avais parlé de Bachar el-Assad qui aurait pu devenir le Saladin de l'ère moderne. S'il avait lancé en 2013 ce que j'avais suggéré, c'est-à-dire une pluie de dizaines de milliers de missiles sur Israël et lancer 200 000 hommes à travers la Cisjordanie à pied, envahir la Palestine occupée, aujourd'hui on n'en serait pas là et aujourd'hui il aurait été le héros de la nation arabe. Voilà. Alors que là, maintenant, c'est un fugitif qui a livré son pays à des requins. Voilà, les requins islamistes, les requins djihadistes, les requins turcs, les requins sionistes, et voilà. Voilà vous savez, la lâcheté ne paye pas. Voilà. Donc, malheureusement, vous savez, en 2015, j'avais fait une vidéo à Marseille en disant aux Maghrébins en France, le CRIF vous a déclaré la guerre, vous avez le choix entre 2 attitudes, résister ou vous soumettre. Alors, c'est la même chose aux Arabes, hein, les régimes arabes. Vous savez, ça sert pas à grand-chose de se soumettre parce que ce sont des régimes, ce sont l'Occident. Lorsque vous ne servirez plus, il vous trahira, il vous écrasera, il vous humiliera. Voilà. Donc, ayez toujours, je m'adresse vraiment aux Arabes et aux Maghrébins, ayez toujours cette idée que l'Occident veut votre humiliation, votre mort, et ne sera jamais à vos côtés, même s'il le prétend. Voilà. Que vous soyez berbère, arabe marocain, arabe algérien, arabe palestinien, ce que vous voulez, l'Occident vous méprise et vous utilise. Donc, ayez toujours cette idée en tête et essayez de la transmettre aux jeunes générations. Voilà. Mon micro. Ouais, je disais, j'essaie de trouver les mots par rapport à ce que vous disiez. C'est quand même assez fort ce que vous dites aujourd'hui. Bon, Oui. je pense que vous êtes déjà exprimé par le passé, mais là aujourd'hui d'entendre à nouveau ça venant de vous, c'est quand même assez fort hein, de se dire qu'aujourd'hui on ne peut pas faire confiance aux Occidentaux, quoi. Du moins Mais malheureusement, l'histoire. Oui, oui. oui, les chefs d'État arabes. Regardez, prenez par exemple les Kurdes. Les Kurdes sont les cocus de l'histoire. Les Kurdes, on leur a promis un État en 1918. Et bien sûr, évidemment, ils n'ont pas tenu leur promesse. Les Kurdes ont été utilisés pour combattre le régime iranien, le régime irakien, le régime syrien. Et ils ont toujours été utilisés et ils n'ont jamais et ils ont toujours été trahis. Voilà. Donc, si je vous raconte les trahisons de l'Occident vis-à-vis du monde arabe, je veux dire, voilà, il n'y a que ça. Donc, c'est vrai que ça sonne un peu comme un testament politique, ce que je dis sur l'Occident.
Mais malheureusement, c'est la réalité, c'est une réalité terrible. Et elle ne souffre d'aucune nuance, d'aucune réserve. Voilà, c'est une réalité brutale. Et même si on se sent impuissant vis-à-vis de l'Occident, mais au moins, il ne faut pas être dupe. Voilà. Ne jamais être dupe. Parce que cet Occident, ce n'est pas seulement vis-à-vis des Arabes, mais vis-à-vis du reste du monde. Je veux dire, depuis 5 siècles, il n'a fait que des guerres de conquête, des trahisons, même entre eux, c'est-à-dire entre l'Allemagne et la France, en Serbie, etc. Donc, c'est la guerre, la violence, la domination, ce sont des traits, ce sont des éléments comme de l'ADN de cet Occident chrétien qui s'est établi, qui s'est développé. Mais regardez la condition ouvrière. Regardez ce qu'ils ont fait au XIXe siècle, comment ils ont traité leur propre population, qui faisait travailler des gosses de 5 ans, alors qu'ils se déclaraient d'une civilisation chrétienne. Le Christ, etc., l'humanité, ils sont enrichis, ils ont augmenté leur capital de façon, ce qu'on appelle l'accumulation du capital. Mais ça s'est fait sur le dos de millions de gens, de dizaines de millions. C'est-à-dire, les gosses à 5 ans allaient travailler 14 heures par jour, 16 heures par jour, sans sécurité sociale, sans vacances, sans rien. C'est ça l'Occident. Donc, vous savez, regardez par exemple l'Occident en 1945, il leur a donné en Europe la sécurité sociale, les congés payés, etc. Mais en fait, c'était juste parce que c'était pas de gaieté de cœur. Ils devaient le faire parce qu'il y avait la concurrence communiste. Mais une fois que la concurrence communiste est tombée, regardez ce qui s'est passé à partir de 1990. On eut sucre la sécurité sociale, l'enseignement, regardez la santé, et tout. Donc en fait, c'est une civilisation qui ne connaît que l'oppression. Regardez, même la démocratie. On disait que, ah oui, on a quand même le droit de voter. Même ça, on va nous l'enlever. Vous savez pourquoi? En Roumanie, il y a quelqu'un qui a été élu, enfin, au premier tour, démocratiquement, il est arrivé en tête, et on a fait un tour de passe-passe. Même les élections aujourd'hui, l'Union européenne va adopter un système pour soi-disant une protection démocratique, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura un vote qui ne leur conviendra pas, en France, en Allemagne, quelque chose, on leur dira ah là là, c'est la sécurité démocratique, on ne peut pas l'accepter. Voilà le vrai visage. Ce que je voudrais, c'est juste que vous compreniez ce qu'est l'Occident, le vrai visage de l'Occident. Voilà. Alors, il y avait une question, monsieur, dans le chat. Donc, Oui. on a vu donc par le passé donc Saddam Hussein, Kadhafi qui ont été éliminés vraiment en résistant. Bachar el-Assad un peu différemment. Bon, il a fui. Hein, sa chute a été négociée. À votre avis, quel serait le prochain sur la liste? Donc, l'Iran peut-être ou un pays comme l'Algérie. Vous en pensez quoi? En fait, ce sont des pays qu'on ne peut pas attaquer directement. Voilà. L'Iran ne peut pas l'attaquer de manière frontale. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, l'Iran peut se défendre. C'est-à-dire, il a suffisamment d'armes pour se défendre et faire du mal aux adversaires et aux proxys américains, Israël, l'Arabie Saoudite, etc. Et deuxièmement, l'Iran, il est soutenu par la Russie, la Chine. Et je crois savoir qu'il va y avoir un traité, enfin un accord stratégique entre l'Iran et la Russie. Et donc, l'Iran, on ne peut pas l'attaquer frontalement.
Mais on peut l'attaquer de manière indirecte. Par exemple, en créant des groupes comment dire, des groupes pour fomenter des troubles. Envoyer, par exemple, l'équivalent de djihadistes du côté de l'Azerbaïdjan, par exemple, former 2000 ou 5000 ou 10 000 combattants qu'on appellera, je ne sais pas comment, voilà, les combattants de la liberté ou de la laïcité, j'en sais rien. On peut aussi organiser des révolutions de couleur. On peut faire pression sur la hiérarchie du pays, par exemple, la hiérarchie religieuse. Par exemple, en assassinant de temps en temps un leader. Voilà. Donc, en fait, on va utiliser divers, ou bien les sanctions commerciales. Donc, on va utiliser tous ces moyens pour affaiblir l'Iran, susciter une révolution de l'intérieur et affaiblir le régime et éventuellement l'amener à s'écrouler, ou en tout cas le mettre dans un état d'instabilité tel qu'il ne pourra plus faire grand-chose. Voilà. Ou en tout cas, limiter ses moyens d'action. Et c'est exactement la même chose sur l'Algérie. L'Algérie est un pays qu'on ne pourra jamais attaquer frontalement, parce que c'est un pays capable de se défendre. Et puis, l'Occident ne peut pas montrer un tel, comment dire, c'est pas qu'il n'aimerait pas, s'il pouvait, il le ferait. Mais c'est un pays qui est capable qui a des appuis diplomatiques, etc., qui est capable de se défendre et qui a des richesses. Mais par contre, comme pour l'Iran, on peut utiliser les moyens indirects pour l'affaiblir. Par exemple, on peut utiliser le Maroc comme moyen de pression pour maintenir un état d'insécurité, etc. On peut utiliser les Berbères pour créer un sentiment d'autonomie. On peut, comment dire, salir la réputation de l'Algérie en montant en épingle l'affaire de Boualem Sansal, c'est-à-dire c'est un pays dictatorial, etc. Donc, en fait, il y a plusieurs moyens, ou bien, par exemple, comme le Hirak, qui, encore une fois, je répète, le Hirak, si 1 million ou 2 millions de gens participaient, c'est qu'ils avaient des raisons de le faire. Donc, qu'on ne se méprenne pas sur ce que je dis, d'accord? Sauf que Ahmed Ben Saada a démontré, allez taper Ahmed Ben Saada, c'est quelqu'un qui a, depuis 15 ans, il étudie les printemps arabes, etc. Il est universitaire, il a écrit beaucoup de livres. Je l'ai rencontré à quelques jours en Iran. C'est quelqu'un qui a analysé, qui connaît le financement, comment la CIA finance des fondations pour aider, former des gens, leur donner les moyens de leur montrer comment faire et un savoir-faire pour mobiliser les gens, quels slogans, etc., où les placer. Et donc, il y a des gens qui ont été formatés pour ça. Donc, en fait, l'Algérie, on va lui appliquer, évidemment, ça sera des coups comme ça, peut-être, par exemple, éventuellement en essayant de, comment dire, de lui mettre des bâtons dans les roues sur le plan économique, par exemple. Vous savez, par exemple, faire baisser le prix du pétrole. À un moment donné, on pouvait le faire. C'est-à-dire que l'Arabie saoudite était quasiment le principal fournisseur et l'Amérique lui disait, voilà, bon, écoute, il faut augmenter la production pour faire baisser le prix de manière à ce que, c'est ce qu'on les ont essayé de faire avec la Russie, par exemple. C'est-à-dire faire baisser le prix du pétrole, même de 10 $, 15 $ le baril, ce qui fait que les ressources d'un pays se retrouvent tout d'un coup diminuées de 15%. Et donc, le mettre ou bien, par exemple, s'il a besoin de prêts, du FMI, etc.
Et donc, tous ces moyens, sauf qu'aujourd'hui, l'Occident n'a plus l'exclusivité au niveau international. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui, il y a les BRICS, par exemple, qui proposent d'autres formes d'entraide, de financement, etc. Et donc, l'Occident n'a plus regardé, par exemple, l'arrogance occidentale vis-à-vis de la Russie. Ils croyaient qu'en quelques semaines, ils allaient mettre à genoux l'économie russe. Bon, eh bien, ils n'ont pas réussi. Et donc, finalement, ça donne quand même de l'espoir à des pays comme moins forts, comme l'Algérie, etc., de résister aux pressions occidentales. D'ailleurs, l'Occident est en train de s'effondrer de toutes les façons. Enfin, en tout cas, l'Europe, elle est en train de se suicider. Reste l'Amérique, mais l'Amérique qui a 35 000 milliards de dettes, etc., elle n'aura plus, bon, ça restera quand même avec Trump, surtout avec Trump, un pays très fort, très puissant, mais avec beaucoup moins de pouvoir. C'est-à-dire, ils ne pourront plus faire la loi. Voilà. Alors, effectivement, alors, hop là, excusez-moi, je disais. Oh, c'est parti, je ne comprends pas. Vous m'entendez, M. Cohen? Oui, oui. Ouais, je disais donc c'est peut-être plus compliqué aujourd'hui de faire tomber ces pays-là, d'autant plus que on n'est plus à l'époque de la sortie de la colonisation. Ce sont des pays qui se sont émancipés plus ou moins sur le plan de l'autosuffisance et tout ça. Donc effectivement, c'est différent pour les faire tomber. Alors, je rappelle, les amis, concernant le lien de notre sœur Nabila Kilani qui est en Palestine, vous pouvez le retrouver sur la description de la vidéo. Si vous pouvez participer, faites-le. Elle fait un travail humanitaire en lien avec des associations en France et en Belgique. Donc, c'est quelqu'un de sérieux qui était dans le nord de la bande de Gaza. Donc, je vous invite à celles et ceux qui peuvent le faire, faites-le pour notre sœur Nabila Kilani, qui d'ailleurs a donné de ses nouvelles dimanche matin. J'ai pu la voir dimanche matin, ou je sais plus, dimanche dernier, sur un space Twitter que j'ai vu passer. Donc voilà, les amis, faites-le s'il vous plaît, partagez ce lien. Sur TikTok, il est sur mon compte, donc n'hésitez pas à le faire aussi. Alors, Monsieur Cohen, des nouvelles de Gaza, justement, dernières infos. Donc, hier, près de 45 morts après des frappes israéliennes encore. Oui, oui, ça continue et je crois que, enfin, en tout cas, aujourd'hui, on revenait au pessimisme à propos des otages. En fait, je crois, enfin, il faut se rendre à l'évidence. Le gouvernement israélien, Netanyahou, ne veut pas négocier sur les otages. Voilà. C'est-à-dire, ils ont fait une croix sur les otages parce qu'ils veulent une solution militaire. Voilà, tout simplement. Ils ne veulent pas que les otages, et surtout Netanyahou, il veut rester au pouvoir et profiter de la guerre. Tant qu'il y a la guerre, il n'est pas susceptible d'être remis en cause, en question, à propos du 7 octobre, etc., et de son procès. Et aussi parce que le gouvernement de Netanyahou est dans une dynamique militaire, d'une dynamique agressive, une dynamique de conquête, et donc les otages, s'ils négocient, ça risque d'arrêter le conflit et il ne le veut pas. Voilà. Il veut maintenir ce tempo de guerre, même si il impose quasiment au reste du pays, mais il est Premier ministre, il a un gouvernement qui le soutient, et donc voilà, c'est sur le plan politique, il est tout à fait légitime au point de vue légal. Il est tout à fait légitime de mener cette politique. Seulement, aujourd'hui, on voit un peu mieux. Voilà, je crois que la semaine dernière, je parlais
du tiers de Gaza qui est en train d'être nettoyé, un nettoyage en règle. Voilà. Et donc, une fois le nettoyage fini, malheureusement, je crains que cette zone va devenir. Voilà, comme les Israéliens n'ont pas réussi à vider Gaza d'un coup, ils vont procéder par étapes. Voilà, d'abord le tiers, et dont la ville de Gaza, et donc ils pourront, à mon avis, euh, comment dire, commencer une espèce de colonisation, peut-être au début en disant que c'est des postes militaires, etc. Et puis petit à petit, à grignoter le fait accompli. Et vu la réaction, vu le silence du monde, je ne vois pas qui pourrait les arrêter. Voilà. Malheureusement. Mais en même temps, je saluer la résistance aujourd'hui encore, aujourd'hui, hein, 2 officiers supérieurs, un commandant et un capitaine, ont été tués à Gaza, israéliens. Donc, la résistance continue, ce qui paraît absolument incroyable. Enfin, c'est. Et voilà, donc, mais si vous voulez, enfin, je veux dire, l'issue du conflit, bon, je ne vois pas comment il pourrait. Enfin, voilà, c'est-à-dire, on grignote par les bombardements, tunnel après tunnel, etc. Et donc, malheureusement, enfin, peut-être il y aura quelque chose avant. Moi, je pense que pour le 20 janvier, il y aura un cessez-le-feu. Voilà, je pense. Et Pour pourquoi cette faire. date, M. Cohen? Pardon? Pourquoi cette date, M. Cohen? Parce que c'est l'entrée en. Comment dire? C'est l'entrée c'est l'intronisation de Trump. C'est-à-dire que c'est le jour Ah, où d'accord. Trump va devenir officiellement président. Voilà. Et donc, ils voudront, disons, enlever cette épine du pied à l'Amérique et pour recevoir d'autres. Ils seront récompensés pour cette bonne action. Voilà. Euh, Très bien, Monsieur Cohen. Alors, il y avait une autre question. Non, non, il y avait un intervenant, pardon. Les amis, ceux qui veulent participer, n'hésitez pas. Donc, il y a Baptiste qui est avec nous. Bonsoir, Baptiste. Euh, Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, Bonsoir, oui, oui. Bonsoir, Monsieur Cohen, bonsoir, Actitude. Oui, moi j'avais deux observations à faire. C'est quand même que l'Afrique du Sud, malgré le régime d'apartheid, malgré le régime de séparation, il n'y avait pas une volonté intrinsèque d'annihilation. C'était un régime séparatiste ethniquement, mais c'était pas comme l'entité sioniste actuellement, une volonté de purification de la terre pour pouvoir s'installer à la place des Noirs, si j'ose dire. Donc ça, c'était ma première observation. Et puis ensuite, la seconde problématique, c'est je voulais avoir l'avis de Monsieur Cohen sur la problématique du transgenrisme euh, et de l'habitation entre les traditionalistes messianiques israéliens et la Gay Pride, en fait. Et est-ce que cette opposition radicale pourra continuer vu la démographie des ultra-religieux, quoi? Voilà. OK. Alors, bon, je vais répondre à la première question. Euh, En fait, les sionistes non plus n'avaient pas le projet d'exterminer les Palestiniens. Voilà. Ça peut vous surprendre, mais je vais vous dire, par exemple, en 1948, ils ont chassé 700 000 Palestiniens et ils ne les ont pas tués. Ça veut dire qu'ils en ont tué peut-être 2 000, 3 000. Mais ils ne sont pas venus comme avec les Indiens, comme les Yankees avec les Indiens. Ils ne sont pas allés dans les villages en train de massacrer hommes, femmes et enfants. Ils les ont chassés. Et à Gaza, ils n'avaient pas l'intention au départ. Au départ, ils n'avaient pas l'intention
de les massacrer. Bon. C'est-à-dire, ils avaient la volonté de les faire partir. Et d'ailleurs, ils avaient appelé l'Égypte à ouvrir ses frontières et ils voulaient les faire partir. Bon, c'est vrai que comme ils sont restés, ils ont, le régime israélien a détruit systématiquement toutes les structures de vie des Gazaouis, c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles, les administrations, les tribunaux, les bateaux de pêche, les voitures, enfin, les immeubles, tout est détruit. C'est-à-dire, c'est une façon évidemment de provoquer la mort des futurs, comment dire, de cette population-là. Mais je ne crois pas que, enfin, je peux le dire, hein, c'est-à-dire que le but des sionistes dès les années 30, ça n'a jamais été, en tout cas moi je sais, enfin je veux dire, je connais un peu cette histoire, ça n'a jamais été, c'est pas comme les Yankees avec les Indiens, voilà, c'est pas du tout pareil. Ce qu'ils voulaient, Ouais. c'est un nettoyage ethnique, voilà. Maintenant, je vais répondre à la deuxième question. Israël, enfin le régime sioniste, de gauche comme de droite, et d'ailleurs c'est ça qui est assez bizarre, c'est que vous avez un gouvernement nationaliste aujourd'hui, par exemple, national, qui se réclame de la tradition biblique, qui a au sein du gouvernement 3 partis religieux fanatiques, ultra-religieux, mais qui, paradoxalement, et ça peut vous étonner, paradoxalement soutient la Gay Pride, soutient les LGBT, soutient l'homosexualité. Je vous rappelle que l'homosexualité est condamnée à mort dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que l'Ancien Testament, que les religieux étudient chaque samedi, on étudie un bout de l'Ancien Testament. Je me souviens plus du passage exact pour vous donner la référence, mais il est écrit que les hommes qui se livrent à des actes contre nature ou quelque chose, enfin bon, j'ai oublié le terme exact, mais enfin, ça veut dire éviser l'homosexualité, sont condamnés à mort. Voilà. Et donc, cette promotion de l'homosexualité, du LGBTisme, etc., et c'est ça le cynisme de l'idéologie sioniste. C'est-à-dire, le régime sioniste a vu dans la promotion de la Gay Pride, des gays, des LGBT, etc., un moyen supplémentaire de se faire bien voir par l'Occident. Vous savez que Tel Aviv est devenue une des capitales des Gay Pride. La liberté sexuelle, enfin, vraiment, c'est juste incroyable. Bon. Et donc, le régime sioniste, de gauche comme de droite, a mis en exergue, a défendu cette politique au nom de l'intérêt supérieur de l'État sioniste. C'est-à-dire que l'État sioniste a besoin de ce vernis libéral, civilisationnel, pour être pour être avec l'Occident, pour être en harmonie avec l'Occident. Et donc, par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a vous savez, en Israël, la religion est transmise, les études religieuses, pas la religion, les vraies études religieuses sont un peu comme des universités, on les appelle des yeshivot, yeshivot, c'est-à-dire des écoles où on commence à 10 ans, 12 ans, 15 ans, etc., où on étudie 8-10 heures par jour. Voilà. Et ce sont des lieux d'études, et les directeurs de yeshivot, parfois, peuvent avoir une réputation qui dépasse le cadre de l'école, parce que ce sont de grands esprits talmudiques, etc., de connaissance de la Torah, etc. Et il y a quelques années, il y a 2-3 ans, il y a un chef de yeshiva très connu, j'ai oublié le nom, enfin bon, très connu, qui a déclaré publiquement son malaise
devant le développement parce que franchement, enfin moi j'ai de la famille qui vit en Israël, ce sont des traditionalistes, il y a des religieux, ils sont écœurés par ce qu'ils voient, ce qui se passe, etc. Mais en même temps, on leur dit, on leur fait comprendre que c'est dans l'intérêt supérieur d'Israël. Et donc, ce chef de yeshiva, on lui a dit, écoute, si tu dis un mot encore sur ça, on te coupe les vivres. Parce qu'une yeshiva, c'est quoi? Il y a 1000 étudiants, 2000, 3000. Il y a un internat, il faut payer les professeurs, etc. D'où vient l'argent? L'argent vient de l'État. Et donc, le gouvernement l'a menacé, mais publiquement, hein, il lui a dit, si tu ne reviens pas sur enfin, si tu dis encore un mot sur l'homosexualité, on te coupe les vivres. Et ce type-là, il a fermé sa gueule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les religieux, les messianistes, ceux qui croient encore dans la Torah, qui sont de plus en plus nombreux d'ailleurs, c'est vrai, mais en même temps, on leur a dit, et d'ailleurs les partis religieux, il y a 3 partis religieux en Israël, qui ont à peu près une vingtaine de députés, ils participent au gouvernement, ils n'ont jamais rien dit sur les Gay Pride. Il y a même une Gay Pride à Jérusalem, dans la ville sainte. Vous imaginez? Les religieux ne disent pas un mot. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait comprendre, et ils ont compris, que l'intérêt supérieur d'Israël, sa place dans le monde, il faut admettre l'homosexualité, les gay pride, etc. Et c'est ce qui explique cet antagonisme apparent, ou ce hiatus apparent entre une société de plus en plus traditionnaliste, religieuse, etc. Et cette liberté. En même temps, Tel Aviv est considéré un peu comme Sodome et Gomorrhe. Voilà. C'est-à-dire les religieux se disent, OK, ça se passe à Tel Aviv, pour eux, c'est vraiment Sodome et Gomorrhe. Voilà. C'est-à-dire, c'est la ville des impies, c'est la ville des mécréants. Ouais, c'est la ville des gauchistes, quoi, en gros, quoi. Des gauchistes, des mécréants. C'est quand on dit Tel Aviv à un religieux, enfin, par exemple, dans ma famille, voilà, pour eux, c'est quelque chose qui n'ont pas envie de voir. Bon, voilà, ça existe là-bas. Et donc, voilà comment expliquer cet antagonisme. Et j'avais une troisième Oui. observation. C'était quand vous parlez de l'Occident, moi j'aime pas beaucoup parce que je trouve ça pas assez précis en fait. Dans le sens où vous parlez des peuples occidentaux en soi ou de l'appareil d'État depuis le XVIe siècle. Parce que en fait les premiers ennemis des Occidentaux, c'est les États occidentaux eux-mêmes. Parce que, comme vous l'avez dit, les enfants anglais ou les Irlandais ou même tous les peuples européens sont des bougnoules comme les autres pour leurs gouvernants. Vous voyez, c'est pas un problème d'occidentaux, quoi. C'est vraiment un problème de domination capitaliste, enfin, voilà, d'appareil d'État. Mais quand on dit les Occidentaux, ça me convient pas, quoi. Bien, Voilà. non, non. Et si vous voulez cette précision, comment dire, c'est le régime qui s'est développé c'est le capitalisme industriel et financier et expansionniste qui a créé ce monde occidental, même contre la volonté des peuples. Les peuples, par exemple, le peuple britannique, pour l'amener à travailler dans les usines, pour le Ouais. sortir des fermes. Mais ils ont été obligés de les massacrer par milliers. Donc, en Ah fait, oui. même contre leur propre peuple, quand je dis les Occidentaux, évidemment, je ne pense pas au peuple, je pense à cette idéologie mercantile, impérialiste, financière, productiviste, qui s'est développée à partir du XVIe siècle, expansionniste, chercher de nouveaux marchés, opprimer des peuples, etc. À partir de Cromwell et tout ça, Cromwell, Henri VIII, voilà. Les peuples n'avaient pas le choix. Si vous voulez, le peuple britannique, le peuple français, lui n'avait pas le choix on l'emmenait là où on voulait l'emmener. Je veux dire, on Ouais. n'a pas demandé l'avis
des Français, par exemple, d'aller conquérir l'Afrique ou des Anglais d'aller conquérir l'Inde, etc. Mais ce sont ceux qui étaient à la tête de cet empire qui décidaient. Voilà. Hmm. C'est bien. Merci beaucoup pour la précision. Et je voulais juste faire, enfin, demander aux gens d'aller voir quelques photos juste pour s'amuser. Allez voir la princesse de Bulgarie en photo et vous verrez que Jean-Michel n'est pas le seul transgenre dans l'appareil d'État. Et, et donc, comment dire, même, je sais pas ce que vous en pensez, Monsieur Cohen, mais la Je, femme de Netanyahou m'apparaît suspect, quoi, au niveau du transgenrisme. non, Donc, non, non, voilà. non, 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 non. Je peux vous assurer que c'est une vraie Ah, femme. Quand on voit les photos, on se pose la question. Mais bon, voilà, je laisse ça là. Je Ok. laisse ça. Merci Baptiste. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Baptiste qui a créé il n'y a pas longtemps. Voilà. Merci à toi. De rien. Les amis, je rappelle bien sûr, comment dirais-je? Alors, excusez-moi. Voilà. Où c'est que je voulais aller, Monsieur Cohen? Ah oui, voilà. Monsieur Cohen, Oui, pensez-vous, il y avait une question là qui circulait tout à l'heure et c'est justement en lien avec Monsieur Netanyahou, pardon. Euh, vous disiez par le passé qu'il était modéré. Est-ce qu'aujourd'hui vous considérez qu'il est toujours modéré? oui, enfin, c'est-à-dire les circonstances depuis un an ou deux, non, non, c'était un modéré. Voilà. Quand je le disais, il l'était. Mais parce que, bah, c'est quoi un modéré pour un sioniste? Voilà. C'est-à-dire, euh, vous savez, jusqu'au 7 octobre, de toute façon, euh, quelle est la différence entre un Netanyahou et un Yitzhak Rabin? Rien du tout. Pour moi, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, ce sont juste, c'est les deux faces d'une même monnaie, d'une même pièce. Voilà. Et donc, c'est-à-dire un modéré, regardez la différence entre si vous aviez un Ben Gvir ou Smotrich à la tête du gouvernement. Voilà. Il y a aujourd'hui des extrémistes qui, s'ils venaient au pouvoir, ça serait une autre histoire. Voilà. Mais, si vous voulez, à l'époque, quand je le disais, c'est-à-dire, j'ai toujours. C'est quoi pour moi quand je disais un modéré? C'est-à-dire, c'est quelqu'un, le gouvernement israélien respectait dans une certaine mesure certaines formes. Voilà. C'est-à-dire, en Cisjordanie, il y avait une colonisation, comment dire, douce. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de colonisation, d'occupation, mais elle se faisait de manière plutôt lente, insidieuse. Il n'y avait pas, on n'assistait pas, par exemple, à des expulsions de milliers de gens de leur habitation. On n'assistait pas à des destructions. Il n'y avait pas, par exemple, sur le mont du Temple, des provocations, etc. On disait qu'on voulait toujours une solution à deux États. Donc, jusqu'au 7 octobre, il a fait cette politique qui a toujours été celle des gouvernements israéliens depuis les accords d'Oslo, c'est-à-dire aller en douceur, avaler la Cisjordanie, mais en douceur. Voilà. Donc ne pas provoquer, ne pas annexer la Cisjordanie, ne pas chasser les Palestiniens. Monsieur En tout Cohen, cas, on peut pas dire qu'il est allé en douceur là, quand même. non, j'ai dit avant le, voilà, j'ai dit avant le 7 octobre. Bon, Ouais. voilà. Aujourd'hui, de toutes les façons, à mon avis, il y aurait eu quelqu'un d'autre à sa place, on serait arrivé au même résultat. Voilà. C'est-à-dire que la société israélienne s'est déplacée, son centre de gravité. Moi, quand je parlais de Netanyahou, à l'époque, l'extrême droite n'était rien. Il n'y avait même pas un seul député d'extrême droite. En tout cas, qui se réclamait de l'extrême droite. Vous savez que
la Cour suprême, dans les années 90, avait interdit à ces gens, à ces extrémistes de droite, de se présenter aux élections. D'accord? Donc, en fait, on respectait certaines formes, etc. C'est la première fois que des partis d'extrême droite qui se disent d'extrême droite, donc avec un programme précis, etc., entrent au Parlement et de manière fracassante. C'est-à-dire, ils ont à peu près entre 12 et 13% des voix, ce qui est quand même extraordinaire. Mais c'est la première fois du jour, d'une élection à l'autre, ils sont passés de 0 député à 12 ou 13 députés. Voilà. Et donc, évidemment, ça change la donne. C'est-à-dire que dorénavant, et ils seront de plus en plus nombreux. Et donc, dorénavant, le centre de gravité de la société israélienne va se déplacer. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, le Parlement, aujourd'hui, cette année, le Parlement israélien a voté une loi pour interdire la création d'un État palestinien. Bon. Ce qui aurait été inenvisageable il y a seulement 2-3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans. C'est pour ça que je disais à l'époque, il faut remettre dans le contexte, quand je disais Netanyahou est un modéré, c'est-à-dire en pensant à une extrême droite qui pourrait arriver au pouvoir. Voilà. Et là, aujourd'hui, on voit ce qu'est la vraie extrême droite. C'est-à-dire, ce que Netanyahou fait aussi, c'est parce qu'il est poussé par l'extrême droite. Parce que à chaque fois qu'il voulait négocier un cessez-le-feu, à chaque fois qu'il voulait arrêter les hostilités, l'extrême droite lui disait, je vous rappelle que c'est un gouvernement de coalition. Donc, l'extrême droite lui disait, si tu fais ça, on quitte le gouvernement et le gouvernement va tomber. Donc, en fait, Netanyahou, il n'avait peut-être pas envie d'arriver à ces solutions extrêmes, mais il est obligé de tenir compte du changement, du basculement de la société israélienne vers un penchant extrémiste de plus en plus fort et de plus en plus inexorable. Voilà. Là. Oui, oui, bien sûr, Monsieur Cohen, j'oublie toujours de remettre le micro. Je rappelle le petit bandeau qui circule au milieu de l'écran. Vous pouvez donc aider notre sœur palestinienne. N'oubliez pas de le faire ou partagez le lien, s'il vous plaît. Sur TikTok, il est en description. Et je vais donner la parole à Jeff qui est avec nous. Bonsoir, on m'entend bien? Bonsoir. Oui, très bien, bonsoir. Oui, Alors moi j'aurais deux questions que je vais essayer de poser rapidement, une sur Trump et oui. une sur la Russie. Je vais commencer par la Russie. Je voulais savoir, suite à ce qui s'est passé en Syrie, est-ce que vous pensez que la Russie a perdu du crédit auprès de ses partenaires dans la mesure où elle apparaît comme un pays qui n'est pas en mesure de, quelque part, de protéger ses alliés? Et pour vous, est-ce que vous pensez que ça va nuire à la crédibilité de la Russie auprès de ses partenaires, éventuellement africains ou autres? C'est ma première question. Le fait qu'elle n'ait Non, pas pas été du capable de sécuriser son allié. D'accord, j'ai compris. Je peux répondre ou vous voulez poser la deuxième question? Ou je réponds maintenant pour la Ouais, première. vous Alors, pouvez répondre là, je poserai ma deuxième question ensuite. d'abord, la Russie a sauvé le régime d'Assad en 2015. Sans l'intervention de la Russie en 2015, qui, grâce à des bombardements, etc., a réussi à contenir l'invasion des djihadistes. Et donc, on sait aujourd'hui, que, je veux dire, ceux qui s'intéressent à l'histoire, ceux qui veulent comprendre ce qui s'est passé, ce n'est pas la Russie qui a déserté, qui a provoqué la chute d'Assad. Ce sont d'abord la situation économique. Les sanctions ont fait très mal à la Syrie, qui ont créé une société de marché noir, de corruption et donc d'affaiblissement des structures étatiques, d'une part. Deuxièmement, l'armée syrienne était de plus en plus, n'arrivait pas
assumé ses fonctions militaires et de protection. Elle n'était pas payée, enfin, en tout cas beaucoup de gens n'étaient pas payés ou pas suffisamment. Donc il y avait des désertions, il y avait des départs, il y avait de la corruption. Et puis aussi, on n'avait pas pensé à le rôle de la Turquie qui était très important et qui n'a pas été suffisamment comment dire, connu et analysé. Ce qui est passé, c'est que la Russie, en quelques jours, on a vu l'effondrement du système de l'armée syrienne. Et ça, je veux dire, qu'aurait pu faire la Russie. Elle a 2 bases militaires, bombardées. Elle a essayé de bombarder. Les 2 premiers jours, elle a bombardé les djihadistes à Alep. Mais l'effondrement de toute la structure étatique syrienne dans l'armée a fait que les bombardements n'auraient servi à rien. Donc, il fallait peut-être sauver les meubles. Et donc, c'est-à-dire s'arranger entre la Turquie, il y a eu une réunion au Qatar, et donc pour permettre à Assad de partir dans de bonnes conditions. Et donc, et la Russie, à mon avis, enfin pour ceux qui ne s'arrêtent pas à un raisonnement, je dirais presque primaire. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas la Russie, elle n'a pas dit oh là là, je vous laisse tomber, ça ne m'intéresse pas, etc. Pas du tout, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et donc, les chefs d'État, enfin les responsables africains, etc., les responsables algériens, les responsables iraniens, d'ailleurs, l'Iran, le président iranien va se rendre à Moscou dans quelques jours. Je veux dire, eux, ils savent qu'ils peuvent compter sur la Russie. Et les gens sérieux, les responsables sérieux, savent qu'ils peuvent compter sur la Russie. Et donc, cet argument, à mon avis, n'est pas, enfin, à mon avis, n'est pas crédible. Voilà. Si vous avez une deuxième question. Ouais, je vais la poser rapidement. Alors là, ça concerne Trump. Moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a un décalage entre sa rhétorique et les décisions qu'il prend, puisque concernant l'Ukraine, enfin, il explique en gros que c'est aux Européens d'assumer leur sécurité, que ça ne doit pas être à la charge des Américains. Mais dans les faits, c'est lui qui, en 2017, a commencé à armer l'Ukraine. C'est-à-dire que l'administration Obama avait refusé d'armer l'Ukraine, et l'armement de l'Ukraine a commencé avec Trump en 2017. Donc du coup, moi ma question c'est comment est-ce qu'on doit comprendre le décalage entre sa rhétorique, ce qu'il dit sur le désengagement des États-Unis, et dans les faits, c'est lui qui a armé l'Ukraine en 2017. Alors là, je vous l'accorde. C'est-à-dire, quand on parle de Trump avait 4 ans pour régler la question ukrainienne, s'il avait voulu. Et donc, le fait qu'il ne l'ait pas fait et que l'Ukraine a continué à s'armer, à s'entraîner pour renverser, pour conquérir le Donbass, chasser les Russes et attaquer la Russie, je pense que tout à l'heure j'ai dit que Trump est un Yankee, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a envie d'une Amérique dominatrice. Voilà. Et j'ai donné quelques exemples sur l'Iran, sur l'Ukraine, etc. Et donc, il ne faut pas s'illusionner. Je crois que ce n'est pas quelqu'un qui va arriver au pouvoir le 20 janvier, il va dire, bon, aux Russes, bon, ok, qu'est-ce que vous voulez, je vous l'accorde. Pas du tout, je ne crois pas que ça va se passer comme ça. Il va vendre chèrement la peau de l'Ukraine, etc. Et donc, tout ce qu'on a monté autour, je crois, d'ailleurs, j'ai même cité le 2 traités importants sur les missiles et sur l'armement nucléaire de l'Iran, qui ont été dénoncés par Trump. Donc, je ne crois pas que c'est quelqu'un qui, enfin, s'il doit faire une guerre, il la ferait. Voilà. C'est quelqu'un qui rêve, en tout cas, d'une puissante Amérique. Regardez par exemple ses déclarations, il veut annexer le Canada, il veut acheter le Groenland, il veut reprendre le contrôle sur le canal de Panama. Donc c'est quelqu'un qui a une vision impérialiste de l'Amérique. Voilà. Ok, merci à vous pour ces éclaircissements, c'est tout pour moi. À une prochaine, merci.
Aïe, 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 aïe. Malheureusement, c'est comme ça. Bon, c'est pas grave. Monsieur Cohen, je disais, donc, il y a Oui. une information qui circule d'aujourd'hui, qui nous vient donc de Gaza. L'armée israélienne mènerait une opération près d'un hôpital clé du nord de Gaza. Et, euh, et on n'en entend pas parler dans les médias. Vous en pensez quoi, monsieur Cohen? Je ne sais pas si vous avez pu voir quelques articles. C'est Ben, d'aujourd'hui, hein. écoute, j'ai entendu parler de cette attaque sur un hôpital. Malheureusement, j'ai survolé l'information. Ben, ils continuent leur travail de destruction systématique de, enfin, de la société gazaouie. C'est-à-dire, ils détruisent, enfin, voilà, ils détruisent systématiquement toutes les infrastructures. Voilà, Très bien. Monsieur oui. Urbicus, qui est avec nous sur TikTok. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Monsieur Cohen, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai trois questions à vous poser. Concernant la Russie, lorsque vous dites que la Russie n'a pas été prise de court et puis que, en gros, on va dire qu'elle s'y attendait. La question est comment ça se fait que Poutine, dans une de ses déclarations, disait ne pas comprendre comment ça se fait que 350 soldats ont fait fuir plus de 10 000 miliciens iraniens en Syrie. Donc ça, c'est la première question. Je ne sais pas si je les donne à la suite ou... Alors, attends, Monsieur Cohen, vous avez entendu. réponse. Attends 2 secondes. Monsieur Cohen, vous Non, avez non, entendu ou pas? non, non, pas très bien, non. Alors, répète s'il te plaît, parce qu'on t'a pas beaucoup de réseau apparemment, Urbicus. Vas-y. Ouais, donc je disais par rapport au fait que la Russie, il y en a qui disent qu'elle n'a pas été prise de court, que c'est pas quelque chose qui était, on va dire, elle s'y attendait un petit peu et que voilà, ça s'est pas passé sans, en gros, si elle n'est pas intervenue, c'est que voilà, c'est ce qu'elle fait. La question, c'est d'après la déclaration de Poutine qui dit qu'il ne comprenait pas comment 350 personnes ont fait fuir plus de 10 000 miliciens iraniens. Donc, il l'a dit d'une façon à critiquer cette fuite. Donc, Alors, c'est un fait. Je vais répondre à ça. Attends, il a compris, donc il va répondre. Merci, Urbicus. 2 secondes. Alors, moi, j'ai entendu l'information. Je ne peux pas. J'ai oublié la source, mais c'est une source qui m'a paru fiable. Probablement les Américains. En tout cas, je crois que c'était à Alep, où il y avait des gardiens de la Révolution, des milliers de gardiens de la Révolution, qui ont reçu l'ordre de quitter la ville et de ne pas s'opposer à l'avancée comment dire, des djihadistes. Voilà. Donc, pourquoi ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une information. Ce qui explique d'ailleurs, voilà, c'est-à-dire il y a un bastion, un domino important qui est tombé et ça a entraîné le fait que d'autres bastions tombent après les uns après les autres. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait des gardiens de la Révolution, une garnison assez importante, mais elle aurait reçu, ou elle a reçu, instruction de ne pas combattre et de quitter la ville. Voilà. Maintenant, il doit y avoir des. Voilà, je ne sais pas pourquoi l'Iran a fait ça. Peut-être qu'ils étaient au courant. Vous savez que on a dit aussi que l'Iran et la Russie ont adjuré Assad de. Comment dire pas de nettoyer, mais comment dire, de rendre l'armée beaucoup plus forte, beaucoup plus solide. Euh, donc, euh, et ça, Assad n'a pas voulu le faire. Voilà. Et donc, ça, il a laissé la situation pourrir parce que il avait peur que s'il exigeait cela des officiers supérieurs, il pouvait se retourner contre lui ou ne pas obéir, etc. Et donc, il a préféré laisser pourrir, alors que, d'après des sources vraiment crédibles, fiables, que depuis 1 an ou 2, les Russes et les Iraniens ont dit à Bachar al-Assad,
il faut vraiment reprendre en main l'armée, etc. Et il ne l'a pas fait, voilà. Très bien. Urbicus. Ok. Ma deuxième question, c'est ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, le gouvernement de Trump est l'un des pires gouvernements sionistes qu'il y a eu dans l'histoire des États-Unis, de par les déclarations de certains de son gouvernement, et le fait qu'ils disent qu'Israël est trop petite et il faut qu'elle s'élargisse? Oh, ben, ils ont toujours été. Bon, c'est vrai que Trump, la différence avec les autres, c'est qu'il a brisé des tabous. Voilà. C'est-à-dire, alors que pour tous les gouvernements américains, il est évident que la Cisjordanie appartenait à Israël. Bon, je veux dire le Golan, etc. Jérusalem, on n'allait pas revenir là-dessus. Voilà. Mais sur le plan, comment dire, formellement parlant, il ne reconnaissait pas la souveraineté d'Israël sur Jérusalem, ni sur le Golan, ni sur la Cisjordanie. Trump a, comment dire, symboliquement, il a brisé ces tabous. Et ça, c'est quand même important, mais en même temps, comment dire, concrètement, aucun gouvernement américain n'a jamais remis, ni européen d'ailleurs, n'a jamais remis en question la légitimité des conquêtes militaires israéliennes sur le Golan, la Cisjordanie et Gaza. Voilà. Bon, ben on arrive au terme, Wally. Excusez-moi, j'avais pas remis le micro. Il y avait une dernière question, monsieur Urbicus. Ok, d'accord, alors on prend la dernière. Vas-y. Oui, ne pensez-vous pas que ce soit dans les intérêts d'Erdogan comment dire, d'aider un petit peu les révolutionnaires syriens? Bon, certains les appellent des djihadistes, des terroristes, mais ça reste quand même des Syriens. C'est pas des Iraniens, c'est ni des Afghans, c'est ni des Turkmènes, ni d'autres. Mais n'est-ce pas dans son intérêt? Parce que lorsqu'on voit Netanyahou qui déclare qu'il fallait prendre à tout prix Damas, et que Erdogan, juste après, disait que Damas était une ligne rouge pour la sécurité de la Syrie, parce que sinon, ça voudrait dire que le PKK allait tomber définitivement entre les mains des Occidentaux et que ça risquerait de lui causer des problèmes. Le fait du nombre de réfugiés qui se trouvent en Syrie, qui lui ont fait perdre certaines élections, parce que ça devenait trop pour le peuple, on va dire, turc. Et donc, il fallait qu'ils trouvent le moyen de les faire revenir dans leur pays, et aussi le fait qu'il fallait qu'ils tiennent un petit peu les deux bouts en restant entre guillemets amis un petit peu avec la Russie et amis un petit peu avec l'Occident. C'est-à-dire que Poutine, lui, avait deux lignes rouges en Syrie. C'est-à-dire que premièrement, c'était ses frégates et ses bases militaires, et la deuxième, il fallait pas qu'il y ait quelqu'un à la tête de la Syrie qui soit pro-américain. Donc, peut-on reprocher à Erdogan, justement, lorsqu'on voit des pays qui sont même pas frontaliers, qui viennent intervenir en Syrie, alors que lui, c'est le premier concerné avec à peu près 900 kilomètres de frontières, n'est-il pas dans ses intérêts, justement, d'y mettre du sien dans cette affaire? Voilà, merci, Urbicus. Wally, la dernière phrase, c'est quoi? N'est-il pas dans son intérêt de Urbicus, n'est-il pas dans son intérêt, ta dernière phrase. D'intervenir en Syrie, bon. en Syrie, c'est-à-dire de. Ok, d'accord. Bon, je vais dire deux mots sur le. Vous savez, c'est la démonstration. Intervenu justement pour. Ok. C'est bon, il a compris. Vas-y, allez-y, monsieur Cohen, pardon. Okay. L'attitude d'Erdogan, c'est l'illustration parfaite du machiavélisme étatique. Voilà. Ce que je dis souvent ici, c'est qu'il y a la raison d'État. Voilà. Les États n'ont que des intérêts. Les États ne sont pas gouvernés par le sentiment, ni par l'émotion, ni par la justice, ni par le droit international. Tout ça, c'est bon pour les étudiants
à la fac. Voilà. La Turquie d'Erdogan est un pays qui a des intérêts, qui a une histoire. Erdogan a une vision historique qui, quand je dis historique, ça veut dire qu'il plonge ses racines dans l'Empire ottoman tel qu'il existait pendant plusieurs siècles et jusqu'en 1920. Et donc, il y a ce désir de retrouver une partie, bien sûr, parce qu'il ne peut pas récupérer tout, mais une partie de ce que fut l'Empire turc. Et donc, Erdogan, il joue la carte que jouerait n'importe quel chef d'État qui a de l'ambition pour son pays. Voilà. Parce que chaque État, l'ambition de chaque État, c'est de se renforcer, de conquérir ou de reconquérir les territoires sur lesquels il a toujours gouverné. Et quand il ne peut pas le faire, par exemple, comme en Arménie, eh ben, c'est malheureusement, comme on dit dans les relations internationales, enfin, comme je dis dans les relations internationales, malheur aux vaincus. Erdogan profite d'une situation où il est puissant, où il est fort, où il est entre les deux grands blocs, et donc il joue là-dessus, et il profite de la situation avec cynisme. Ça, les États le font, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Et donc, il le fait avec un certain talent. Et voilà, ben, c'est bien pour la Turquie, en tant qu'État. Voilà. Bon. Très bien, merci M. Cohen. Juste avant de nous quitter, juste un petit point vite fait là, sur l'hôpital qui a été bombardé. Donc, soi-disant, ils avaient pris soin quand même d'évacuer l'hôpital. Et moi, je fais assez souvent des lives en ce moment sur TikTok et on a des Palestiniens qui viennent dans nos lives. Et effectivement, hier, on avait un Palestinien, je le confirme, qui était là, qui était de Jabalia. Et il était en direct avec nous et il y avait des bombardements. C'était hier soir. Donc, malheureusement, ça continue pour les Palestiniens là-bas. Donc, je vous invite, les amis, comme je vous l'ai dit en début d'émission et au cours de l'émission, vous avez le lien qui est partagé. On participe pour aider notre sœur Nabila Kilani qui fait un travail humanitaire depuis des années et bien sûr avec des associations en Belgique et en France. Voilà, M. Cohen, donc merci encore pour cette chronique, cette dernière de l'année. Qu'est-ce que vous pouvez nous souhaiter pour 2025 ? Une année un peu moins pire, voilà, avec un peu d'espoir. Et surtout, je pense ce qui compte, c'est l'esprit combatif. Voilà. Faut pas lâcher, il faut construire, même si c'est difficile, l'esprit combatif, mais à bon escient. Voilà. Faut pas oublier comment dire, faut avoir une vision et tenir compte du combat en respectant cette vision-là. Voilà. Très bien, écoutez, merci. Et ben, moi, je vous souhaite à vous une bonne santé, en tout cas. Merci. et puis, on se retrouve la semaine prochaine, malgré tout. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà, en 2025. Voilà. Allez, bonsoir à tous. Au revoir. Au revoir, bonsoir. Voilà les amis, donc pour cette dernière avec Jacob Cohen, on a été, je crois, chaque semaine au rendez-vous depuis le début de l'année. On n'en a pas raté une, donc c'est quand même un sacré parcours. Chaque semaine, la chronique avec Monsieur Cohen, que on espère revoir bien sûr à partir de vendredi prochain, la première de 2025, et on espère que celles-ci dureront toute l'année 2025, les amis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc, rien de spécial, mis à part qu'il faut absolument partager le lien. Donc, je remercie la personne qui a fait une donation la semaine dernière, suite à l'appel qui a été fait. Donc, j'ai reçu une donation d'une personne. Donc, merci à elle. Et bien sûr, elle sera clôturée, je le répète, au 31 décembre et sera remise
en intégralité à Nabila Kilani. Bon, bah, je vous rassure, c'est pas des millions, hein, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et j'ai partagé ce lien tout au long de l'année, un petit peu moins à d'autres moments, mais voilà. En tout cas, le lien, il est en description de la vidéo. Il vous reste quelques jours avant le 31 décembre. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Il y a les fêtes, il y a tout ça. Mais si vous pouvez faire ce petit geste, n'hésitez pas à le faire. Et ce sera bien sûr en toute transparence, contrairement à certains qui agissent sur les réseaux à faire des cagnottes en toute opacité. Et oui, bien sûr, hein, c'est comme ça. Il y en a comme ça qui agissent sur les réseaux pour, ils se disent œuvrer pour la Palestine, mais en toute opacité. Voilà, les amis, ce sera mon dernier mot pour cette chronique avec Monsieur Cohen, et je vous donne rendez-vous, si tout va bien, en 2025, et peut-être avant la fin de l'année pour un autre live, mais c'est pas sûr encore. Voilà. Salam alaikum à tous, que la paix soit sur vous, et bien sûr des doigts pour nos frères et sœurs palestiniens qui subissent ces bombardements, malheureusement, les amis. Allez, salam alaikum.